20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Lutte contre la Covid-19, priorité sera désormais accordée aux malades frappés par le virus. Une décision des autorités qui agrée les professionnels et qui procède d'une volonté de mieux gérer la pandémie. Une pandémie qui justement enfle avec chaque jour son lot de décès. Le personnel soignant, malgré toutes les précautions barrières, n'est pas épargné. Saint-Louis vient d'être amputé du médecin-chef de son district sanitaire. Il a été emporté par la maladie. Vous entendrez les témoignages de ses collègues dans ce journal. Comme tous les jeudis, dans votre rubrique Les Bonnes Feuilles de la rédaction, nous irons à la découverte de La Pomme d'Adam, un thriller social et psychologique qui traite de divers faits de société, mêlant ainsi à la fois réalité et un soupçon de fiction. Madi Touré, candidat à la présidence de la FSF, dévoile son programme. Il vient de bénéficier d'un soutien de taille. Le CODEFS, le comité de défense du football sénégalais, vient de déposer 10 000 signatures pour s'opposer à la candidature de Maître Augustin Senghor. Et puis à l'international, Lionel Messi va quitter le FC Barcelone cet été. C'est officiel, après 15 années passées au sein du club catalan, la Pulga Libre va animer certainement la fin de ce mercato. Voilà pour les titres et le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la réorganisation des services hospitaliers pour une meilleure gestion de la pandémie. Les professionnels de santé votent oui. C'est le cas du directeur des établissements publics de santé. Face à nos reporters, Ousmane Dia s'est voulu rassurant. Priorité certes à la Covid-19, mais les autres pathologies ne seront pas laissées en rade. Une déclaration de nature à apaiser de nombreux syndicalistes qui s'inquiétaient déjà du modus operandi pour arriver justement à une meilleure atteinte des résultats. Fatou Bintou Conté, Diafara Ba l'ont rencontré, reportage. Avec l'augmentation des cas de Covid-19 et la hausse considérable des hospitalisations, réorganiser les services au sein des hôpitaux devient impératif. Sur la base de deux principes. Le premier principe, c'était de voir les taux d'occupation moyens des lits au niveau de ces services et de mutualiser. Mutualiser comment? C'est-à-dire si un service n'a que 2 patients pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, donc on dit que ce service peut aller avec un autre service similaire pour la prise en charge de ces cas et on dégage 20, 25, 30, voire 50 lits qui peuvent véritablement venir renforcer la capacité. Le principe de la filialisation des hôpitaux est aussi un atout qui va permettre de libérer et des lits et du personnel. Au-delà de ça, on s'est dit qu'il y a des hôpitaux dédiés pour certaines pathologies, certaines spécialités. Vous allez à l'hôpital Idrissa Pouye, c'est un hôpital renommé en matière de traumato-ortho. Donc nous nous sommes dit, les cas de traumato-ortho au niveau de la région de Dakar, pour les plus essentiels, au-delà des aspects d'hospitalisation, mais de chirurgie, etc., seront transférés à l'hôpital général Idrissa Pouye. Quand il s'agira de neurologie, de maladies infectieuses ou de cardiovasculaires, nous avons dit que c'est peut-être Fann qui peut être le point focal au niveau de la région de Dakar. Quand il s'agira d'autres pathologies, etc., c'est de cette manière que nous avons dit nous allons consacrer ce que nous appelons la filiarisation des structures hospitalières de Dakar, mais pour une période donnée. Ces méthodes ne risquent-t-on pas de voir les autres pathologies laissées en rade? Le directeur des établissements publics de santé rassure. Ce remarquable que nous avons réussi, c'est de renforcer la capacité litière pour la prise en charge de la Covid, mais en même temps d'assurer la permanence et la continuité des autres services. Pourtant, ce syndicaliste de la santé reste dubitatif quant à ces méthodes de réorganisation. Il faut d'abord qu'on pense à la santé et non pas à la maladie. C'est ça peut-être l'erreur que les gens risquent de faire en se focalisant uniquement sur la Covid-19, en oubliant qu'il y a d'autres pathologies qui aujourd'hui sont en train de tuer beaucoup plus de malades qu'on en cible. Aujourd'hui, quand vous demandez à des directions, sur la base d'une note de service signée par une autorité, les gens sans chercher à réfléchir trouveront des moyens pour faire exécuter cette note. Et malheureusement, en le faisant, ils sont en train de porter préjudice à des services. Pour le moment, seul Dakar est concerné par cette réorganisation, car étant l'épicentre de la maladie.
La situation épidémiologique à présent, les morts continuent de se compter par dizaines, 18 dans le bilan du jour, 47 en 48 heures. Plus de 800 contaminations sont enregistrées sur 3203 tests réalisés, soit un taux de positivité de plus de 25%. Il s'agit de 89 contacts suivis et de plus de 700 cas issus de la transmission communautaire. À noter que plus de 400 patients ont été testés négatifs, déclarés guéris. 64 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Il s'était dévoué corps et âme à la lutte contre la maladie, une maladie qui a fini par l'emporter. Le docteur Évrard Jocelyn Kabou n'est plus à Saint-Louis, la ville où il servait. Eh bien, les témoignages sont unanimes. Tous le décrivent comme un infatigable soldat de la santé. Ousseynou Diop et Habib Seck. La Covid-19 a emporté Dr Évrard Joséline Désiré Kabou. Il était le médecin-chef du district sanitaire de Saint-Louis depuis presque un an. Âgé de 45 ans, l'homme était courtois et très engagé pour servir ses patients. Dr Évrard Joséline Désiré Kabou était un soldat également de la santé. La levée du corps du médecin-chef du district sanitaire a eu lieu devant la morgue de l'hôpital régional, une occasion pour ses proches et collaborateurs de témoigner sur l'homme. Je suis un ami et proche de Dr Kabou. Nous avons entendu tous les témoignages. C'est pourquoi aujourd'hui encore nous sommes très contents des actes qu'il a posés pour servir son pays. Dr Kabou était un homme respectueux, un homme très engagé pour accompagner les malades. Depuis 20 ans, nous travaillons avec Dr Kabou, mais il est un homme spécial. Il a toujours soutenu ses patients. Dr Kabou était simple et courtois, mais aussi il respectait tout le monde. C'est courtoisie. Si respect bu mu jox doomu aadama. Pour l'administration, Dr Évrard Joséline Désiré Kabou était très engagé. Le préfet de Saint-Louis a rappelé les derniers actes qu'il a posés avant sa mort, des actes qu'il juge courageux et très responsables pour servir son pays. Kabou a toujours fait preuve d'un dévouement total. Le personnel sanitaire a perdu un combattant infatigable, un serviteur qui répondait toujours présent pour assister sa communauté. La levée du corps a été un moment de tristesse et de désolation pour tous les agents de santé de la région. Face à des décès qui augmentent au fil des jours, nombreux sont les secteurs qui se réajustent pour justement freiner l'ardeur du virus. Au cimetière Saint-Lazare de Béthanie, les inhumations se font dans le strict respect des gestes barrières. La durée des cérémonies funéraires est désormais écourtée. Nos reporters se sont justement rendus sur place pour vous faire l'état des lieux. Marcel Farba-Maroun pour les détails. Réorganisation des cérémonies relatives aux inhumations au sein de l'Église catholique du Sénégal. D'un commun accord avec l'aumônier de l'archidiocèse de Dakar, le comité de gestion des cimetières chrétiens COGESIC a décidé de ramener les mesures déjà existantes l'année dernière en termes d'organisation des enterrements en ces temps de Covid-19, excepté les heures de cérémonie. À l'entrée, il faut quand même que le fidèle qui veut assister à l'inhumation porte un masque. Après cela, à l'entrée, nous avons fait des installations, des seaux d'eau. On a mis du gel, du savon et tout. Alors, il faudrait que ces gens-là se lavent les mains avant de pénétrer avec leur masque. Et ensuite, on a dit, le nombre autorisé pour pénétrer à l'intérieur du cimetière, c'est 25 personnes, pas plus. Et la distanciation est à respecter. Ça, on insiste là-dessus. Et ensuite, à l'intérieur du cimetière, on ne peut pas faire 30 minutes sur l'inhumation. Pas plus parce que vu le rythme, les gens attendaient dehors, ils étaient sur les nerfs et les autres qui devaient passer étaient sur les nerfs. Pas plus tard hier, on a vécu ça. Donc pas plus de 30 minutes. Parce que si ce sont les prières, il le faut à l'église. Les gens prient. Donc ici, c'est uniquement accompagné. Pas d'exposition du corps non plus. Ça, c'est interdit. Ensuite, les condoléances, pas de condoléances. Si on veut, on peut prendre le téléphone et appeler la famille pour présenter les condoléances. Une réorganisation qui nécessite des mesures drastiques. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le COGESIC a pris les devants pour les faire appliquer. Rappelons que cette décision a été prise depuis lundi dernier. Ces personnes-là, je les ai amenées uniquement pour sécuriser la porte. Nous avons aussi des gardiens qui sont là. Ils seront en relais.
Alors, donc il y aura des gens qui seront à la porte ici, il y aura des gens qui seront au cimetière. Parce qu'au niveau du cimetière, de la tombe, là aussi il y a l'affluence, il y a de n'importe quoi. Donc on va mettre des garde-fous, des gens qui vont surveiller cela, la distanciation et tout, et le temps. Le timing. Autant de mesures qui devraient, on l'espère, porter leurs fruits au moment où les décès augmentent également au sein de la communauté catholique du Sénégal. Il y a quelque temps, en effet, les nombres d'enterrements se situaient entre 2 et 3, mais depuis quelques jours, entre 7 et 12 personnes sont inhumées au quotidien. Et puis vous avez certainement eu vent de cette hilarante histoire, un de nos compatriotes déguisé pour passer le black à la place de son ami. Le verdict vient de tomber dans cette affaire. 1 mois, dont 7 jours de prison ferme. C'est la sanction infligée à la jeune candidate Kangué Dioum et son ami Khadim Mboup. Ils sont poursuivis respectivement pour complicité par instigation, fraude et participation à l'examen du baccalauréat 2021. Le récit est signé Babacar Diouf. 1 mois, dont 7 jours de prison ferme, c'est la peine que le tribunal correctionnel de Diourbel a affligée à la fille Kangué Dioum et à son ami Khadim Mboup, qui ont tous deux reconnu les faits qui leur sont reprochés. L'étudiant est reconnu coupable de fraude et participation à l'examen du bac 2021. Sa copine, elle, est coupable de complicité par instigation. Dans cette affaire, la fille a reconnu devant la barre être à l'origine du malheur de Khadim Mboup. Je lui ai demandé de composer à ma place parce que la veille de l'examen, j'ai été victime d'un malaise qui m'a conduit à l'hôpital, a expliqué Kangué Dioum. Et de poursuivre, quand un instant je ne me sentais plus à même de passer l'examen, j'ai fait la proposition à Khadim qui l'a accepté. Nous avons alors décidé de trouver un endroit pour fuir le regard des voisins. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés dans une chambre, précise Kangué Dioum. C'est dans cette chambre qu'elle retrouvait Khadim chaque jour vers 6 h du matin pour le préparer à se rendre au centre, prendre sa place. Pour fuir les regards et de peur d'être démasqué, je restais assis toute la journée au centre où j'arrivais le premier pour le quitter lorsque tout le monde était parti, explique Khadim Mboup. Contrairement à tout ce qui a été dit dans cette affaire, les deux amis ont nié l'existence de relations amoureuses. Ils ont d'abord été condamnés par la société, condamnés aujourd'hui par le tribunal et doivent s'attendre à des sanctions disciplinaires. 2 morts, des blessés et plus de 300 familles sinistrées. C'est le bilan à mi-parcours des affres de l'hivernage dans la région de Matam. Le chef de l'État a dépêché le ministre de la Solidarité nationale au chevet des victimes avec des vivres et de l'assistance alimentaire. Un geste apprécié par les familles et les autorités locales, nous dit Ali Bandalnian. Les fortes pluies qui tombent sur Matam ont déjà fait 2 morts et des blessés. À cette liste s'ajoutent plus de 300 familles dont les habitations sont emportées par les eaux. Face à ce sinistre plus sérieux dans les localités de Taïba et de Wendou Bossiabé, le président de la République a dépêché le ministre de la Solidarité nationale au chevet de ces familles désemparées. Nous sommes au niveau de Wendou Bossiabé en relation avec les autorités administratives, les élus locaux, pour constater ici aussi les dégâts occasionnés par les pluies. Non seulement pour remettre l'appui en denrées alimentaires, mais aussi une enveloppe financière importante de 60 millions pour que l'ensemble des impactés puissent quand même s'y reconnaître. C'est une mission certes longue, mais très intéressante en termes d'accompagnement, mais aussi en termes de compassion. C'est ça notre principale mission dans le cadre de la solidarité nationale, de venir en aide, de secourir les populations qui en ont besoin. Un geste de haute portée selon Daouda Dia, le premier questeur de l'Assemblée et maire de Horkadjéré. D'inondations et de pluies torrentielles qui ont vraiment causé énormément de dégâts, particulièrement ici à Wendou Bossiabé, où une centaine de concessions a été détruite. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, la venue du ministre ici nous va droit au cœur. Ça montre effectivement que le président de la République n'a jamais oublié les Sénégalais et les Sénégalaises. Le président de la République a été toujours présent et reste toujours présent aux côtés de la population à chaque fois que de besoin est. Nous le remercions le gouvernement. De Taïba à Sinthiou Bamambé, en passant par Ndendori et à Polel Diaoubé, les populations sont massivement sorties, magnifier cette réaction du chef de l'État. Et nous restons à Matam où ces fortes pluies sont en train d'hypothéquer le bon déroulement du trafic routier avec l'effondrement de ponts sur la route nationale 2. Autre danger, le retard apporté à l'achèvement des travaux sur l'axe Chilogne-Ourossogui. L'entreprise en charge des travaux s'est d'ailleurs vue servir une mise en demeure par le directeur des routes. Et voici Mamadou Alsan Kamara que je vous propose d'écouter toujours au micro d'Ali Bandalnian.
C'est d'abord un sentiment de désolation, premier sentiment, un sentiment d'incompréhension, parce que la dernière visite que nous avons effectuée sur ce projet, c'était au mois de février. Nous pouvons le constater qu'aujourd'hui, l'hivernage s'est installé. Malheureusement, l'entreprise n'a pas respecté cet engagement qui devait permettre aux populations de se mouvoir librement sur cette route entre Tchilogno et Ourossogui sans beaucoup de difficultés. Il reste encore 17 km de couche de base à faire sur les 50. On est déjà en hivernage. Tout le monde sait que traiter une couche de base pendant l'hivernage est extrêmement compliqué. C'est déplorable. C'est quelque chose qu'on aurait pu éviter, au vu de la situation qu'on avait trouvée à l'époque. C'est pourquoi nous demandons à Agiroute, à la mission de contrôle, de faire la situation globale de ce projet pour qu'on puisse vraiment prendre les mesures les plus appropriées, parce qu'on ne peut pas continuer à faire souffrir autant les populations. En dehors du fait qu'au niveau entre Tchilogne et Dabia, Kobilo, il y a un ouvrage dont les remblais provisoires ont cédé, parce que c'est des remblais provisoires qui avaient été réalisés lors de la tournée du chef de l'État. C'est ces remblais provisoires qui ont cédé. En dehors de cela, nous avons pu constater que l'ensemble des ouvrages ont tenu et ont permis, malgré l'intensité des pluies, ont permis d'évacuer les eaux pluviales. Ça y est, fini la polémique entre Afrique Pesage et le syndicat des transporteurs. Le service de la métrologie s'est doté d'un camion de nouvelle génération pour le contrôle à l'essieu, un bijou qui installe désormais un climat de confiance entre les acteurs. Le reportage est signé Habib Faye. C'est un camion étalon de nouvelle génération que le service de la métrologie dispose maintenant. Il permet de mieux contrôler les charges à l'essieu pour mieux préserver les routes. Ce bijou va désormais apporter un changement dans le transport. Fini la polémique entre Afrique Pesage et le syndicat des transporteurs. Nous vérifions aujourd'hui avec un camion étalon qui est un bijou de dernière génération équipé de 17 gueuses, donc qui nous permettent aujourd'hui d'acter la montée en puissance de notre plateau technique, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir vérifier correctement tous les pièces essiers et les ponts bascules du Sénégal. Par une tonne, yep, poids bu mu soxla équipé, ñu ne kon nañ dem xool ba xam loolu nu muy dikkee ci sunu kaw mais bi ñu ñëwee mën nañ ci am xel mu dal parce que ndax mën nañ ci am xel dal muy pont bii ñu nekk tey muy lam-lam heure bu ñu commencé à contrôler da ngay ñëw rek contrôler fekk lépp ok nga dem. Un climat de confiance s'installe chez les acteurs. On peut être satisfait parce que ça nous rassure, ça rassure aussi les acteurs, donc ça instaure un climat de confiance entre ce que nous sommes en train de faire et eux ils sont neutres. Donc ils ont acquis un nouveau matériel qui permet aujourd'hui de vérifier l'ensemble des sites. Donc c'est encore un pas en avance. On est venu voir aujourd'hui avec l'aide de la métrologie qui est chargée de la vérification des mesures, des poids sur l'ensemble du territoire national. Le nouveau modèle de camion étalon d'une capacité de 17 tonnes est bien équipé pour le contrôle à l'essieu. Tournée du ministre du Commerce à Louga, occasion saisie par Aminata Assome Diatta pour annoncer l'octroi d'une enveloppe de 2 milliards au profit de la production horticole. L'argent va servir à combler les nombreuses pertes liées à la surproduction de l'oignon et les chambres froides qui jusqu'ici faisaient défaut. Pour conserver la production, seront disponibles dans les meilleurs délais. Une correspondance signée Tchernoufal. Lors de cette rencontre avec les producteurs de Louga, le ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises est largement revenu sur les problèmes de commercialisation de l'oignon local et les pertes post-récolte soulevées par les maraîchers. Les producteurs vivent des moments difficiles parce qu'ils produisent de grandes quantités, mais il y a des pertes post-récolte. Et il y a également des difficultés de commercialisation. Cette situation est, selon Mme Diatta, due à la surproduction de l'oignon qui arrive en même temps sur le marché. Les mesures incitatives prises ont encouragé beaucoup de personnes à s'investir dans l'agriculture. Et quand ces produits donc arrivent au même moment sur le marché, les prix baissent. Et quand les marchés sont saturés, les producteurs ont du mal à commercialiser leurs produits. D'autre part, le manque d'infrastructures de stockage pose également beaucoup de problèmes aux producteurs qui n'ont pas la possibilité de conserver les récoltes. C'est pourquoi Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a décidé de mettre à la disposition du ministère du Commerce 2 milliards de francs CFA pour qu'on construise des
entrepôts, des magasins de stockage, des chambres froides, des chambres réfrigérées pour vraiment conserver une partie de ces productions. Le ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises était dans la capitale du Ndiambour pour présider un CRD spécial consacré au marché à terme. Parlons à présent de cette affaire de corruption qui a éclaboussé l'artiste Kilifeu, membre du groupe Y en a marre, une affaire qui relance le débat autour du profil des porteurs de voix et la protection des données personnelles. La question a été posée à Malal Talla, activiste et par ailleurs membre du groupe Y en a marre. Je vous propose de suivre sa réaction dans ce reportage signé à Alassane Ba. Il regrette toute cette histoire autour de son ami. Y en a marre a toujours défendu son idéal NTS. Certaines attitudes peuvent certainement porter un coup dur à l'image qu'il prône. Il y a diverses appréciations par rapport à ça. Maintenant, le plus important est qu'on se rende compte encore une fois qui nous sommes, où est-ce que nous devons aller, les responsabilités que nous avons. C'est tout à fait important. Oui, maintenant, nous travaillons à être meilleurs. Mais Malal Talla salue la démarche du mouvement auquel il appartient. Je me rappelle, en 2012, je me suis bagarré avec Gaston. Y en a marre a pris la décision de me sanctionner. C'est dans cette même logique que le mouvement, effectivement, a pris la décision, effectivement, de sanctionner Kilifeu. Moi, je pense que ce type d'attitude que le mouvement a eu, il faudrait l'apprécier à sa juste valeur. Mais ma surprise a été un acte isolé d'un membre de Y en a marre. Comment un journal ou un magazine ou un site responsable qui respecte les logiques ou la déontologie journalistique pourrait effectivement dire Y en a marre pris au cœur d'un trafic de visas. Kilifeu a été filmé à son insu, chose qu'il n'apprécie pas, mais chose aussi sanctionnée par la loi. À plus forte raison, c'est son ami qui le filme. Qui peut faire attention à son ami? Tu ne peux pas faire attention. Est-ce qu'en fait, le projet c'est d'installer la psychose dans la relation des gens? Il y a une loi qui le dit, qui dit qu'en fait, quand on filme une personne à son insu, la personne qui a filmé la personne à son insu, oui, elle est fautive. Donc, Kilifeu n'est pas, ou Y en a marre n'est pas l'autorité effectivement qui tient la loi. Souvent taxés de radicalistes, des porteurs de voix, mais aussi d'opposants aux différents régimes qui se suivent, les activistes ont aussi une image et un principe à défendre. Allez, on parle un peu politique à présent. Le député Demba Diop Sy, candidat à la mairie de Tivaouane, il vient d'être investi par la Khadra et les membres de la famille Sy. Il l'a fait savoir à l'occasion de son inscription sur les listes électorales. Les Diop Sy déplorent par ailleurs le fait que la ville de Tivaouane n'ait toujours pas de réseau d'assainissement pour faire face aux inondations. Je vous propose de l'écouter au micro de Charanta Diop et Seyla Tir. Je remercie en premier le Khalif général de Tidjane. Je remercie aussi la famille d'El Hadj Malick, l'ensemble de la famille. Et je remercie ensuite l'ensemble des populations qui m'ont demandé aussi de venir être au niveau de Tivaouane pour représenter, pour être le maire de cette ville. Je l'ai fait pour plusieurs raisons. Sur les 500 quelques communes qui sont au niveau du Sénégal, je considère que Tivaouane est à la 500e place, sur tous les plans, que ce soit sur le plan des infrastructures, sur le plan de la santé, sur le plan de l'environnement, sur le plan de l'assainissement, sur le plan de l'éducation, sur le plan économique. Donc on a vu la ville se détériorer. Quand j'ai décidé de venir à Tivaouane pour être candidat à la mairie, j'ai consulté l'ensemble des familles et l'ensemble des responsables et des membres de la Khadra. Et on en a discuté. Et ils m'ont donné tous leur accord. Donc, je prends la responsabilité de venir au moins diriger cette liste. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que Tivaouane n'a rien du tout. Aujourd'hui, il vient de pleuvoir aujourd'hui. Si vous rentrez dans la ville, c'est comme si on était dans la mer. Dans l'ensemble des rues ou bien des ruelles, elle est pleine d'eau. Vous savez, je suis dans la mouvance présidentielle. Je ne suis pas dans le Benno. Moi, dans l'ensemble des élections qui sont passées, que ce soit législative, que ce soit locale,
j'ai toujours été seul. CPJ est toujours parti aux élections seul. C'est ça qu'on fait et je pense que c'est ce qu'on va faire encore. Et de la politique, nous passons à la diplomatie. Le Sénégal et l'Angola ensemble pour élargir leur coopération dans le domaine des hydrocarbures. L'annonce a été faite par le chef de la diplomatie sénégalaise à l'issue d'une séance de travail avec son homologue angolais en visite à Dakar. Et ce n'est pas tout. Les relations bilatérales entre nos deux pays seront également étendues aux questions qui interpellent le continent à l'échelle mondiale. Je vous propose d'écouter Aïssata Tall Sall au micro d'Iboukan. Il est impérieux pour nous de réfléchir à comment renforcer et surtout comment identifier les plages de coopération possibles que nous pouvons avoir. Et nous l'avons fait, nous avons commencé ce travail ce matin. Sur les questions qui interpellent le continent à l'échelle du monde, nous pouvons, sur la même longueur, partageant la même idée, avoir la même démarche et la même action pour qu'elle soit déterminante. Maintenant, sur la coopération bilatérale, avec le ministre Tete Antonio, nous avons vu quels sont les domaines que nous pourrions prospecter. Je prends seulement celui des hydrocarbures. L'Angola a une expérience avérée, éprouvée de la gestion des hydrocarbures. Nous allons commencer, le Sénégal va commencer. Qu'est-ce que nous pourrons tirer de l'expérience angolaise pour encore mieux soutenir notre exploitation pétrolière et mieux servir nos populations à partir de cette ressource nouvelle mais importante. Voilà un domaine de coopération que nous avons identifié. Je vous l'annonçais en titre, comme tous les jeudis, notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction nous fait découvrir la pomme d'Adam, pour ainsi parler du fruit défendu. Le livre met en scène Doudou, professeur de maths, Rokhaya, jeune étudiante en médecine, deux vies que tout oppose mais que les caprices du destin agrègent. Note de lecture signée Ibou Diouf. Disons que l'écriture est pour moi une sorte de thérapie. J'écris pour me sentir mieux, j'écris parce que je vais bien, j'écris pour libérer mes émotions. Le plaisir d'écrire semble être la motivation première de Fatou Leye Sambou. Pour cet auteur, la passion de l'écriture a porté ses fruits avec la pomme d'Adam. La pomme d'Adam, en fait, c'est l'histoire de Rokhaya, l'héroïne, qui se cherchait et qui a, disons, cueilli et peut-être croqué le fruit interdit à l'occasion d'une longue traversée à la quête du bonheur. Le roman parle de la vie, de ses mystères, de ses surprises, agréables comme tragiques, de ses plaisirs, plaisirs de la chair, plaisirs de l'âme. Le principal message, c'est, je le lance aux parents. De plus en plus, ils sont dans une quête effrénée, disons, d'argent, de ressources, au point où ils sacrifient plus ou moins les choses essentielles de la famille, la chaleur humaine. La pomme d'Adam, pour parler du fruit défendu, c'est aussi l'histoire de Doudou Gueye, professeur de mathématiques, et Rokhaya, jeune étudiante. Non, c'est dans l'imaginaire. J'aime bien imaginer. Vous savez, l'histoire m'est apparue comme ça. J'étais au téléphone avec un ami. Je lui ai dit, imagine une telle histoire. Et je lui ai conté l'histoire. C'est un écrivain d'ailleurs. Il m'a dit, ça pourrait faire une très belle histoire. Pourquoi ne pas l'écrire? Au début, c'était juste pour faire une chronique, à publier peut-être sur Internet. Mais après, quand je l'ai fini, je me suis dit, pourquoi ne pas publier ça? Cet ouvrage de Fatou Leye Sambou met à nu la beauté, le mystère et la fragilité de la vie. Les thèmes développés en français, il y a le viol, il y a l'inceste, il y a l'avortement, disons, qui n'est pas du tout médicalisé, clandestin. Il y a également la quête du bonheur surtout, parce que le roman parle vraiment de la vie, de ses mystères, de ses plaisirs charnels comme les plaisirs de l'âme, mais également de ses surprises agréables comme tragiques. Au-delà des échanges avec les lecteurs, l'auteur compte poursuivre la réflexion dans l'espoir d'atteindre notre public. La suite, déjà je remercie ceux qui m'ont lu et qui m'ont fait des retours. Apparemment ils apprécient, parce que la plupart de ceux qui ont acheté ont recommandé ou acheté d'autres ouvrages, et ils me demandent s'il y aura une seconde partie. Je suis en train de voir. Il y en a également, j'ai eu des propositions de films également et de séries. Donc je suis en train de voir d'ici quelques mois, on verra où la musique va nous mener. Le roman de plus de 200 pages, La pomme d'Adam, comme sa première expérience littéraire,
celle qui a permis à Fatoulé Sambou d'apprendre à grandir de ses écrits et de ses précieux lecteurs. Ça donne envie de lire en tout cas. Allez, sport, avant de terminer cette édition, sauf accord en vue d'une prorogation de son contrat, Lionel Messi va quitter le FC Barcelone cet été. En cause des difficultés financières, la Pulga libre va devoir se trouver un nouveau club. Il aura ainsi passé plus de 15 ans au sein du club catalan Ibrahima Kane. 30 seconds remaining here. Santiago Bernabéu. La nouvelle a eu l'effet d'une bombe. Léo le Messi ne sera pas barcelonais cette saison, au grand regret des supporters catalans. Le FC Barcelone l'a officialisé ce jeudi dans un communiqué. Et pourtant, l'Argentin et le FC Barcelone avaient un accord en vue de la prolongation de la Pulga jusqu'en 2026. Mais l'officialisation de celui-ci se heurte à des obstacles économiques et structurels liés au règlement de la Liga espagnole. Une situation que regrettent les deux parties, a fait savoir la direction du club Blaugrana dans un communiqué. Après donc plus de 15 ans marqués par d'importants succès avec le FC Barcelone, le sextuple Ballon d'Or devra désormais se trouver un point de chute qui pourrait être le Paris Saint-Germain. Lionel Messi aura disputé 778 matchs sous le maillot barcelonais avec des statistiques hautement impressionnantes. La Pulga a marqué 672 buts avec la formation barcelonaise et délivré 268 passes décisives. Il est contraint de quitter son club de cœur avec qui il a gagné 35 trophées. Le FC Barcelone perd donc sa valeur la plus sûre et la Liga, sa méga star. Du foot toujours, mais cette fois-ci, chez nous, face à des représentants de clubs de toutes les régions du Sénégal, Madi Touré a décliné son programme. Le candidat à la présidence de l'AFSF promet la construction d'infrastructures sportives aux normes et des changements dans les textes. Compte rendu signé Chersali Boudiara. Permettre la pratique du football sur tout le territoire du Sénégal, c'est l'ambition de Madi Touré, candidat à l'élection à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Outre la pose de gazon synthétique dans chaque ville, il compte construire des stades aux normes internationales dans 5 capitales régionales. Je vais commencer par Ziguinchor, à l'Université Diatta, la réhabilitation à 15 000 places. Après Kaolack, 15 000. Saint-Louis, Babacar Seye, 15 000. Thiès, Lat Dior à 15 000. Et pourquoi je termine par Dakar? C'est les stades emblématiques. Madi Touré, candidat du renouveau jusque dans la gouvernance. Le changement de notre football passe par la nouvelle gouvernance. Et quand je parle de la nouvelle gouvernance, tout d'abord, c'est de recruter d'un appel à candidature d'un directeur ou d'une directrice générale. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est le changement des textes. Le cumul de postes, le mode de scrutin. Et je commence par ma modeste personne et je serai démissionnaire de Génération Foot parce que la fédération a besoin d'une personne permanente. Des changements, il compte aussi en apporter pour les clubs. Tout club de Ligue 1 ou Ligue 2 va devoir avoir un centre de formation suivant un délai. Je crois détenir un programme réaliste et réalisable. Chaque club qui y voit son intérêt n'a qu'à voter pour moi. La détermination en bandoulière, le candidat Madi Touré ne manque pas d'ambition pour le football sénégalais s'il est porté à la tête de la fédération le samedi 7 août. Madi Touré qui vient donc de bénéficier d'un soutien de taille. Le comité de défense du football sénégalais, le CODEFS, qui vient de déposer 10 000 signatures pour dire non à la candidature de Maître Augustin Senghor. Des lettres qui ont été donc déposées au niveau de la Fédération sénégalaise de football. Et puis voilà qui met un terme à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales et en attendant, vous retrouvez, respectons les gestes barrières, le port du masque, la vaccination si possible. Tout de suite, la version française du Soir d'Info. Barthélémy Ngom, que vous retrouverez de l'autre côté du plateau, reçoit ce soir Amadou Seck, consul honoraire du Sénégal à Boston. Quant à moi, je vous dis à très vite. Bon week-end en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.